bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la thématique qui vous est proposée cet après-midi, c'est une thématique voilà, qui participe, vous le connaissez au travers de votre déclaration en tant qu'employeur, pour ceux voilà, qui sont concernés. Mais c'est également aussi une ouverture en fait, vers la possibilité de sourcing et d'accueil en fait, de personnes en situation de handicap selon plusieurs modalités. Et donc, l'actualité toute récente, une des dernières circulaires en fait, qui a pu être sortie par le secrétariat d'État au handicap, concernait le plan de transformation des ESAT. Et donc, voilà, on a trouvé intéressant d'avoir cet éclairage parce que du coup, il donne aussi voilà, une illustration voilà, des orientations des politiques actuelles qui cherchent à sécuriser et à fluidifier les parcours des personnes et puis, tant faire se peut aussi faciliter eh bien, pour les employeurs le sourcing de candidats en situation de handicap. Alors, bah, Stéphane, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc voilà, donc dans la première diapo, il n'y a pas besoin, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu l'ampleur du plan de transformation et a été distingué des mesures à la fois qui sont du domaine réglementaire avec des instructions et puis du domaine de la loi et voire des évolutions nécessitant encore des travaux. Mais ça montre un peu l'ampleur en fait et la réflexion qui a été faite concernant ce secteur et à noter quand même qu'il a été fait en étroite collaboration avec les représentants du secteur et que du coup, voilà, ça a été quand même un travail assez en profondeur, j'estime en tout cas de mon côté, pour l'avoir lu la circulaire et qui essaie de réfléchir à tous les freins que peuvent rencontrer à la fois les ESAT, les personnes, les employeurs qui sont clients des ESAT et donc d'essayer de répondre en fait à toutes les problématiques qui ont pu être remontées à la fois en termes d'amélioration des droits des personnes, mais aussi de permettre à celles qui le souhaitent d'avoir un parcours professionnel, une évolution professionnelle vers le secteur classique et non plus le secteur ESAT. Bah, du coup, la slide suivante, Stéphane, je pense, voilà. Donc, par rapport à toutes ces mesures, il y a quelques mesures en fait qui vont avoir une incidence, une conséquence directe en fait intéressante à la fois pour les ESAT et puis pour les employeurs publics et privés. Du coup, c'est voilà, c'est la possibilité en fait de faire évoluer l'activité en offrant à la fois pour les bénéficiaires en ESAT la possibilité d'un cumul d'activités sans qu'il y ait d'impact immédiat sur, en tout cas direct sur leurs ressources, puisque actuellement c'est pas très intéressant économiquement de cumuler une activité pour une personne en ESAT. Et là, il y aura la possibilité de cumuler, et donc on attend un décret en septembre qui permettra de l'organiser. La possibilité également de renforcer l'accompagnement du parcours des personnes sortant des ESAT vers le milieu ordinaire. Alors, c'est pour ça que dans le slide précédent, on parlait qu'on pouvait aussi améliorer par la voie du décret ou de circulaire, c'est que ces dispositifs étaient encore faisables, mais en tout cas, ils n'étaient pas forcément voilà, emparés par les acteurs du secteur. Et donc, l'idée, c'est de le rendre effectif et de faciliter. Et puis, le troisième aspect qu'on peut remarquer, c'est du coup la présence du service public de l'emploi renforcé, en fait, un appui supplémentaire auprès des usagers des AT et puis des employeurs. Et puis, je l'ai rajouté également, l'utilisation du compte personnel de formation, qui est parfois souvent de façon méconnue, un peu même des salariés ou des agents. Et donc là, la possibilité effectivement pour des usagers des AT d'ouvrir un compte personnel de formation et de s'appuyer dessus pour renforcer leur employabilité. Bah Stéphane, le slide suivant, s'il te plaît. Donc, sur le cumul d'activité, en fait, ce qui va se Bonjour, passer… Jacqueline Garlin du Cap Emploi. Bonjour, madame. Sur le cumul d'activité, ce qui va se passer, du coup, c'est que bah, il y aura, alors ça concerne à la fois privé et public, la possibilité d'un cumul de temps partiel entre les AT et le milieu ordinaire. Et du coup, on attend, voilà, je l'avais évoqué, un décret pour permettre ce cumul d'activités sans qu'il y ait d'impact en fait sur les aides pour la personne. Et puis aussi, on évoque un droit au retour, un droit à aller-retour, donc qui pouvait exister, hein, mais qui, pareil, en fait, n'était pas forcément facilité par les modes de financement. Donc ça, c'est pareil, ça a été modifié par la loi dite 3DS de février 2022.
Slide suivant, Stéphane. Ensuite, le deuxième aspect que j'avais évoqué, donc c'est le parcours d'emploi renforcé. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet vraiment de sécuriser le parcours et d'avoir la possibilité, en fait, pendant que la personne sera chez l'employeur, en fait, d'avoir aussi un appui de la part de l'ESAT. Et du coup, un relais possible ensuite à terme avec le dispositif de plateforme d'emploi accompagné. Donc, je ne peux pas revenir sur tous les dispositifs qui gravitent autour de la sécurisation des parcours, mais disons qu'il faut noter que normalement, les plateformes d'emploi accompagné doivent aussi intégrer des ESAT dans leur partenariat. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler vraiment sur la durée, en fait, et que pour l'employeur, en fait, ça soit fluide également. Hein. Ça concerne la personne, mais également l'employeur. Et puis ensuite, le droit au retour, du coup, il va s'appuyer en fait sur une convention d'appui. Donc, ça va être formalisé. Et donc, ça pourra se réaliser, et le cas échéant, pendant toute la durée de la décision d'orientation. Donc, c'est quand même assez structurant. Et puis, le troisième aspect, c'est l'intervention maintenant du service public de l'emploi, puisqu'en fait, tous les personnes en ESAT auront la possibilité de s'inscrire à Pôle emploi. Donc, il y a une instruction que je n'ai pas encore vue, qui normalement était prévue pendant ce mois-là, donc ce mois actuel, qui informera en fait les agences Pôle emploi que les personnes en ESAT peuvent s'inscrire à Pôle emploi, et puis la possibilité pour ces usagers d'effectuer une période de mise en situation professionnelle prescrite par ce SPE. Et donc, elle a été allongée jusqu'à 2 mois. Voilà. Donc, on sait, nous, que les PMSMP, de manière générale, c'est très favorisant pour l'insertion durable. Hein, c'est des moyens idéaux, en fait, de favoriser la prise de contact entre un employeur et une personne en recherche d'emploi. Et donc, voilà, c'est a priori, en tout cas, un levier qui a été identifié comme étant un levier à favoriser. Et puis après, le dernier aspect, c'est l'ouverture d'un compte personnel de formation pour les personnes. Et donc, il va y avoir, là, il faudra attendre, il y aura en fait, puisque le CPF est quand même, voilà, il a été pensé dans un autre contexte, et pas forcément pour ces usagers. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur l'offre de formation qui sera éligible au CPF pour ces usagers-là. Donc, l'idée, c'est voilà, de travailler sur ces besoins-là. Et donc, l'idée, c'est que les ESAT aussi remontent aussi les besoins en fait, des usagers pour qu'on puisse élargir la boîte à idées. Voilà. Alors, parallèlement à ce contexte en fait qui se lance, hein, c'est quand même assez récent, et il restera encore à trouver les acteurs qui s'en emparent. C'est aussi du côté du FIPHFP, et ça avait été pris dès la version du catalogue des aides, des interventions du FIP applicables depuis le 1er janvier de cette année. Donc Stéphane, tu peux passer le slide. Voilà. C'est qu'en fait, il a été décidé qu'une personne mise à disposition chez un employeur public et par un ESAT, en fait, va être éligible, et déjà maintenant éligible aux aides du FIP. Donc, c'est pas rien, parce que du coup, ça, à ma connaissance, en tout cas, ce n'est pas possible pour les employeurs privés avec la GFIP. Donc, ce qui a été décidé, en fait, c'est que pour essayer de donner un peu d'élan, et donc, on avait déjà identifié sur le terrain, dans certaines régions, justement, des freins liés à la compensation nécessaire sur les lieux d'emploi, hein, sur les mises à disposition. Donc, ce qui a été décidé, en fait, par le FIP, c'est de rendre éligible à l'intégralité de nos aides, voilà, pour les personnes mises à disposition. Donc, je ne peux pas faire, évidemment, une présentation de l'intégralité des aides du FIP et les conditions d'éligibilité, mais c'est pour vous montrer, voilà, vous avez sur le slide l'éventail des aides possibles, et j'ai mis en gras quand même le fait qu'on va pouvoir financer du temps de tutorat chez l'employeur pour les personnes qui viennent en mise à disposition. Et puis aussi, on a un dispositif spécifique pour le handicap psychique et psychologique. Et donc, il y a la possibilité aussi de financer un accompagnement dédié avec un tiers en fait, qui intervient chez l'employeur. Donc, c'est finançable également, et l'employeur peut solliciter des aides à ce titre-là. Donc voilà, il y a des aides humaines en fait qu'on peut financer. Le FIP finance quand même
assez largement en fait pas mal d'aide humaine. Et donc ça aussi, ça peut être aussi favorisant compte tenu du type de handicap qu'on rencontre en fait majoritairement dans les ESAT. Voilà. Très bien, bonjour, bonjour à toutes, à toutes et à tous. Donc, oui, Jean-Michel Laforge, je suis directeur du pôle travail et insertion professionnelle de la Fondation Pluriel. Et j'en parlerai tout à l'heure. Je suis également pour le moment président du réseau Adaptea, réseau qui fédère sur la Franche-Comté l'ensemble des ESAT-TEA. Alors, en préambule, avant de faire un focus sur ce que sont les missions des entreprises adaptées, il me semblait peut-être intéressant pour vous de repréciser une notion enfin, qui nous est chère hein, dans notre milieu et dans notre environnement, qui est la notion d'inclusion graduée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par inclusion graduée? Ben, il s'agit en fait d'être sur des formes d'inclusion dans la société au travers de différents dispositifs qu'on peut proposer dans nos organisations, mais une inclusion qui puisse être respectueuse à la fois des autonomies et des projets de vie ou des projets personnalisés ou des projets professionnels des personnes. Donc pour ce faire, on a différents dispositifs ou différentes formules d'accompagnement donc qui passent par alors les actes en les murs, hein, donc là les activités qui sont les activités de production et l'accompagnement sont assurés au sein de nos établissements, donc ça passe par à toutes les prestations qui sont les prestations commerciales entre guillemets dont je ferai état un petit peu plus en détail tout à l'heure. Pour des personnes qui sont en capacité, ou même pour certains types d'activités, on a des prestations qui sont des prestations hors les murs. Alors, prestations hors les murs qui peuvent prendre des formes différentes. C'est vrai que quand on est sur des prestations qui sont des prestations, vous connaissez, du type entretien d'espace vert, bien évidemment, l'entretien d'espace vert ne peut se faire que chez le client. Hein, ça va de soi. Mais on a également la possibilité de missionner une équipe, donc une équipe qui est constituée de travailleurs d'ESAT, mais ça marche aussi hein, avec des ouvriers d'entreprises adaptées, qui est une équipe donc avec son encadrant et qui, dans le cadre d'un contrat qui est un contrat de convention de prestation, assure un certain nombre de tâches, assure un certain nombre de missions directement dans les locaux de l'entreprise. Hein. Donc là, on bénéficie quand même toujours d'un accompagnement de proximité ou d'un accompagnement renforcé. L'autre dispositif, qui est le dispositif vers lequel on va même beaucoup plus s'orienter maintenant, et c'est vrai qu'en termes d'offres, on est sur une offre avec peut-être une finalité qui est une finalité un petit peu différente, c'est la mise à disposition. Donc la mise à disposition, bon, c'est quelque chose qui existe de longue date, hein, mais c'est un dispositif qui n'est pas forcément parfaitement sécurisé en termes de contrat, en termes de modalités contractuelles. Hein. Et justement, je crois que le législateur a voulu réexaminer le sujet de la mise à disposition pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser de manière beaucoup plus souple et de manière beaucoup plus sécurisée. Donc la mise à disposition, c'est la possibilité pour une entreprise de pouvoir employer un salarié qui est un salarié d'ESAT ou de A dans le cadre d'un contrat de mise à disposition qui peut courir sur une durée qui va jusqu'à 2 années. Hein. Donc, cette mise à disposition se fait sans encadrement, c'est-à-dire que la personne intègre directement l'entreprise sans qu'on ait avec le management ou sans qu'on ait l'accompagnement de proximité. Et généralement, l'ambition ou la finalité du contrat de mise à disposition, c'est l'embauche à l'issue. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va essayer de favoriser de plus en plus justement ce genre de dispositif parce que, bon, on a d'une part potentiellement dans nos effectifs un certain nombre de personnes, à la fois côté ESAT et côté EA, qui seraient à même de pouvoir donc bénéficier de ce type de contrat. Ça permet pour l'entreprise aussi de pouvoir, par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure Fabrice, hein, Fabrice Goertz, hein, ça permet également aussi de pouvoir, à la fois pour la personne qui est bénéficiaire de la mise à disposition expérimentée, hein, cette immersion en entreprise classique, et ça permet aussi pour l'entreprise de pouvoir vérifier si les compétences, si l'ensemble des attendus en lien avec le poste de travail sont au rendez-vous. Donc on a aussi quelque part un peu la possibilité de droit au retour qui avait été évoquée tout à l'heure. On a également, donc, quand on regarde un peu
j'allais dire, la graduation hein, dans ces différents dispositifs. Donc, côté entreprise adaptée, donc là aussi, on a deux types d'agréments pour les entreprises adaptées. On a des personnes qui relèvent de ce qu'on appelle le HACCP. Ça, ce sont les personnes qui sont à demeure avec des CDI dans nos établissements, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et le CDD tremplin, qui est une nouvelle expérimentation qui, normalement, devrait arriver à son terme à la fin de l'année, mais bon, qui, je pense, sera reconduite de manière beaucoup plus pérenne. Et puis, on a également donc dans ces dispositifs, donc ce qui a été évoqué également tout à l'heure, l'emploi accompagné, hein, qui permet aussi de sécuriser peut-être l'emploi dans une entreprise classique. Hein, ça permet de faire en sorte potentiellement que la greffe puisse prendre. Hein. Quand on a donc des personnes d'ESAT, par exemple, qui intègrent une entreprise ordinaire, la difficulté, les réticences qu'on connaissait aujourd'hui, ben, c'est le fait que c'est un peu un saut dans l'inconnu. Donc, d'une part, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de m'adapter dans l'entreprise. Je ne sais pas si les équipes dans l'entreprise également auront la possibilité de m'accueillir comme il se doit. Et puis, en sortant de l'ESAT, eh ben, je perds ma place dans l'ESAT. Hein. Donc, avec le plan de transformation qui a été décrit tout à l'heure et puis le dispositif emploi accompagné, ben, ça permet à la personne d'intégrer une entreprise ordinaire en toute sécurité parce qu'elle sait que si ça ne fonctionne pas, elle pourra retrouver sa place au sein de l'ESAT. Et puis, ça permet aussi d'accompagner son acclimatation, on va le dire comme ça, hein, au sein donc, de l'entreprise qui est l'entreprise accueillante. Et puis, ben, derrière, j'allais dire, le niveau ultime, hein, ben, c'est potentiellement à l'issue d'une mise à disposition, quand la personne, donc, quand l'objectif est parfaitement rempli et que la personne est directement embauchée dans l'entreprise. Hein, donc, voilà un peu la graduation donc, dans les différents dispositifs qu'on propose. On peut passer à la suivante. Alors, je vais revenir à la manière dont tu avais commencé à le faire, Eric, hein, sur les définitions, les rôles et les missions d'une entreprise adaptée. Hein, donc, je vais me contenter de reprendre la définition donc, qui figure dans le Code de travail. Hein. Donc, ça, c'est une définition qui a évolué en 2018, hein, au moment où la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait été promulguée. Donc, déjà, une entreprise adaptée, c'est une entreprise à part entière, c'est une entreprise ordinaire, hein, donc qui a pour mission d'offrir à des personnes en situation de handicap, donc qui ont ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, un environnement qui est un environnement de travail qui est inclusif, qui est adapté et qui leur permet donc de bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel. Donc les contrats qui sont conclus, on est sur des contrats qui sont des contrats de droit commun, à la différence de ce qu'on a dans les ESAT. Hein. Les ouvriers des ESAT sont des usagers donc des établissements médico-sociaux, alors que les ouvriers de A sont des salariés, avec donc un contrat qui est un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée déterminée, qui relève des conventions collectives applicables, etc. Donc on est vraiment sur des salariés de droit commun. Et ce sont les entreprises donc, qui permettent à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle, mais dans un environnement qui est parfaitement adapté à leurs capacités, à leurs besoins, leurs possibilités et leurs projets professionnels. Une des victoires quand même notables de 2018, ça a été le fait que l'entreprise adaptée a été reconnue comme une entreprise ordinaire. Parce que pendant de longues années, bon, au niveau de la directe ou des RTEFP, hein, on nous demandait donc de faire de l'insertion en milieu ordinaire, donc de sortir en fait hein, les personnes qui relevaient de nos établissements pour les intégrer dans les entreprises classiques, sachant que les performances étaient relativement modestes parce qu'on a un certain nombre de personnes chez nous qui n'ont pas la capacité, pour un certain nombre de raisons, à intégrer des entreprises classiques. Donc là, depuis 2019, hein, qui est donc la date de mise en application de cette loi, eh bien, on peut considérer qu'une personne en situation de handicap fasse toute sa carrière dans une entreprise adaptée. Et qui plus est, il y a une petite évolution donc, qui a vu le jour en 2019, qui était donc la possibilité. Je crois qu'il y a une coupure son. Votre micro, Jean-Michel, je crois qu'il est fermé. On ne vous entend plus. Ah, j'ai dû faire une. D'accord. Oui, voilà, c'est bon. Oui. C'était juste les deux, même pas la dernière minute. Hein, voilà. D'accord. Donc, si vous pouviez passer à la slide d'avant, s'il vous plaît, Fabrice. Je suis peut-être un peu long, mais. Oui, ce que je disais, c'est que dans ces entreprises adaptées, on emploie aussi maintenant des personnes qui sont des personnes qui ont eu un certain nombre de restrictions médicales et qui ne sont plus, j'allais dire, employables en entreprise classique. Donc pour ces personnes, bien évidemment, il est hors de question d'avoir un projet qui est un projet d'inclusion en entreprise classique. Hein. Donc ça, c'est une vraie évolution
dans ces entreprises adaptées. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a la capacité justement à offrir à ces personnes en situation de handicap des réponses qui sont parfaitement dimensionnées au plus près de leurs besoins, de leurs aptitudes, de leurs compétences et également à leurs projets professionnels au travers donc de différents dispositifs, donc le HASOC que j'évoquais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas y repasser, je ne vais pas l'évoquer plus en détail. Donc là, on est sur des solutions pérennes avec la possibilité donc d'évoluer au sein de l'entreprise, d'avoir un vrai projet d'évolution, un vrai projet de carrière au sein de l'entreprise adaptée, ou alors un projet de sortie vers une entreprise classique. Le CDD tremplin. Donc le CDD tremplin, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui est une nouvelle option dans nos organisations. Et puis ça fait partie également des dispositifs expérimentaux qui ont été donc mis sur pied il y a 3 ans, mais qui n'existent pas, en tout cas sur le périmètre de la Franche-Comté, c'est le travail temporaire. Donc c'est ce qui existe dans le champ de l'insertion, c'est ce qu'on appelle les ETTI. C'est un peu le pendant. On peut passer à la slide suivante. Donc, non, avant. Ouais. Alors, pour le coup, je ne sais pas si j'avais prévu éventuellement de passer le petit film, Stéphane, mais au niveau timing, je ne sais pas si derrière c'est possible. Donc, les entreprises adaptées, donc quelles sont leurs missions, pour résumer un peu. Donc, ça permet d'offrir à la fois un emploi et de permettre aux personnes donc, de mettre en œuvre un projet professionnel, qui est un projet d'évolution, d'acquisition d'un certain nombre de qualifications, de professionnalisation, au travers d'ailleurs de dispositifs qu'on met en place dans nos organisations, qui sont des dispositifs de reconnaissance des savoir-faire professionnels, RSFP, d'actions de formation en situation de travail, qu'on appelle des AFES, etc. Donc cette capacité qu'on a à vraiment faire en sorte de reconnaître et de valoriser les compétences, et puis à pouvoir également les certifier. Donc les contrats, je l'évoquais tout à l'heure, du CDI, du CDD, mais également des contrats d'apprentissage ou des contrats de pro, fait partie de toute la palette de contrats qu'on est capable de déployer dans nos organisations. La réforme de 2019, donc la loi pour la liberté de choisir cet avenir, la loi pour la liberté, pardon, de choisir son avenir professionnel, donc elle nous a permis d'accroître le modèle inclusif de nos entreprises adaptées. C'est une entreprise à part entière, une option qu'une option pérenne. Donc ça renforce le statut des entreprises adaptées en tant qu'entreprise à part entière. Et puis ça permet également, au travers d'engagements qu'on prend dans le cadre des CEPOM, contrats pluriannuels d'objectifs et moyens, de mettre en place un vrai parcours professionnel avec Encore un problème de micro là, Jean-Michel, je ne vous entends plus. Décidément, il faut que je fasse attention parce que comme je parle avec les mains, je touche mon pad et je coupe le micro. En fait, c'est juste ça. Donc les conditions d'éligibilité, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou alors, donc ça c'est l'emploi direct, ou alors on passe par les partenaires du SPE. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le film pour la fin, non? Oui, si nécessaire. Oui, mais en fait, ça redira en substance ce que je viens de présenter là. Oui. Alors, le CD tremplin, focus sur le CD tremplin. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui s'adresse à des profils qui sont des profils un peu différents de ceux qu'on emploie aujourd'hui dans de la socle. Ce sont des personnes qui sont des personnes beaucoup plus proches de l'emploi. Enfin, ça s'apparente quand même à ce qui se passe dans les entreprises d'insertion, dans les EI, avec les contrats qu'on appelle les CDDI, les contrats à durée déterminée d'insertion, où la vocation du CDI tremplin, c'est de donner ce petit coup de pouce, ce petit appoint à la fois de compétences, de confiance. Ça permet en fait aux personnes de remettre ou de mettre le pied à l'étrier de manière à pouvoir donc accéder à un emploi en entreprise classique. Donc ça offre à ces personnes à la fois une expérience professionnelle, des formations, un accompagnement individualisé mais qui est vraiment renforcé et qui s'inscrit donc dans la mise en œuvre de leur projet professionnel. Donc, bon, bien évidemment, c'est sujet à agrément. On a un agrément qui est un agrément qui nous est accordé par le préfet de région, des contrats qui sont des contrats de 24 mois, maximum. Et dans le parcours qui est le parcours donc, suivi par les personnes en CDI tremplin, on est à la fois sur de la formation qui est de la formation donc, directement au sein, donc à l'intérieur de nos murs, directement dans l'entreprise, sur des métiers qui sont des métiers qu'on développe, ou alors sur des métiers qui sont les métiers visés, c'est-à-dire qu'on peut aussi travailler sur des compétences transférables ou transposables, mais ça passe aussi par des périodes d'immersion en entreprise avec des PMSMP, donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ça peut passer également par la mise à disposition. Donc toute la palette d'outils qu'on a sous la main pour pouvoir justement faciliter cette immersion, faciliter cette
cette prise de contact avec le milieu de l'entreprise peut être justement mise en œuvre. La slide suivante, je crois que c'est la dernière. Voilà. Donc, les nouvelles perspectives qu'offre ce CDD Tremplin, donc c'est vraiment une nouvelle alternative pour les personnes, en tout cas pour les entreprises qui souhaiteraient recruter des personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'il y a peut-être pour le moment, compte tenu des objectifs qui sont les nôtres en matière d'insertion en entreprise classique, un alignement de planète. Bon, on vit une période un peu trouble, mais bon, on va dire quelque part à quelque chose malheur est bon, c'est-à-dire qu'avec la pénurie qu'on a aujourd'hui sur un certain nombre de métiers, sur un certain nombre d'emplois, on aurait, nous, la possibilité, entreprises adaptées, justement d'offrir des solutions à des entreprises en identifiant donc très précisément les postes qui sont les postes en pourvoir, en identifiant dans nos effectifs les personnes qui seraient les personnes les plus à même de tenir ces postes et en engageant donc une démarche de professionnalisation, de qualification qui permettrait justement à la fois à l'entreprise de trouver le bon profil et puis à la personne de trouver une solution en milieu ordinaire. Donc on est vraiment sur une nouvelle offre, on n'est pas sur une offre de prestation que j'évoquais tout à l'heure, mais on est vraiment sur une offre RH qui est une offre qui permet d'être une alternative en matière de recrutement. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce focus en tout cas. J'ai dû empiéter un peu sur le temps qui m'était imparti. Mais... on ira plus vite sur la deuxième partie. Moi, j'ai une question. Donc, on voit bien que vous apportez un accompagnement quand même très qualitatif des personnes. Vous les avez 35 heures par semaine, vous allez les évaluer, vous allez les former, etc. Et aujourd'hui, on est dans une logique, c'est que vous proposiez des personnes que vous avez accompagnées, que vous avez fait progresser à des employeurs. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que cet après-midi, l'idée, c'est de réfléchir au partenariat que les employeurs publics notamment pourraient tisser avec vos structures. Est-ce qu'on peut imaginer que ça se fasse aussi un peu différemment, c'est-à-dire que certains employeurs publics viennent échanger avec vous sur leurs besoins de recrutement et que quelque part, vous puissiez recruter en vue de préparer des personnes à venir se positionner sur ces postes-là. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça un partenariat en amont pour que ça vienne bien répondre à des besoins? Alors non seulement on peut l'envisager, mais on l'appelle vraiment de nos voeux. C'est vrai que ça fait partie des dispositifs qu'on avait en tête justement dans notre environnement depuis de nombreuses années. On imaginait des formules même de type job dating, etc., pour pouvoir justement favoriser cette mise en relation entre des salariés désireux d'intégrer une entreprise classique et puis des entreprises en recherche justement de ce type de profil. Donc, il faut qu'on regarde d'un point de vue pratico-pratique quelles seraient justement les modalités, au travers de quelles instances, de quel carrefour. Est-ce que c'est une prise de contact qui se ferait directement via les plateformes ou via les sites de mise en relation? Est-ce que ça passerait par le SPE? Bon, tout reste encore à envisager, tout reste à imaginer, mais oui, ça fait partie vraiment, une fois encore, des évolutions qu'on appelle de nos voeux. Parce qu'on a des référents handicap cet après-midi, on a des personnes qui participent au recrutement. Donc, en fait, ces personnes pourraient prendre contact avec vous pour formuler leurs besoins et voir comment, ensemble, vous pourriez travailler. Et pour eux, je pense que pour les employeurs, c'est assez rassurant parce que il y a cette période de 2 années pendant lesquelles il y a guère de prise de risque pour l'employeur au final. On n'est pas sur des engagements forts. OK. Non, mais effectivement, et ça pourrait être à la fois, une fois encore, du sourcing direct, c'est-à-dire voir si dans notre effectif, on aurait des personnes à même d'occuper l'emploi visé, ou alors, si on ne les a pas, on opérerait un recrutement via Cap Emploi, justement pour déboucher sur un CDD tremplin et envisager une mise à disposition dans l'entreprise. Donc, oui, c'est une fois encore une option tout à fait intéressante qu'il faudrait qu'on puisse développer. Voilà. Très bien. Mais écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et Eric Vedelago nous a rejoint avec visiblement une meilleure connexion. En tout cas, nous espérons. Et j'ai remis la diapo là où vous en étiez. Et je vous propose de reprendre.
Eh ben, merci. Donc, oui, j'espère qu'on a résolu ce problème technique de connexion. Donc, voilà. Donc, je présentais tout à l'heure donc la mission des ESAT parce qu'elle est quand même importante. C'est qu'en fait, nous, on est sur une double mission. C'est qu'on doit apporter en fait de l'activité professionnelle à des personnes en situation de handicap et en même temps donc apporter des soutiens médico-social et éducatifs dans un contexte de milieu protégé. Donc, sur le principe, les personnes sont orientées donc par une commission, la commission départementale des droits de l'homme et de l'autonomie, ce qu'on appelle la CDAPH, par rapport à des incapacités et de l'autonomie pour pouvoir travailler dans un milieu ordinaire. C'est un élément important puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'à un moment, on va parler d'accompagnement vers l'emploi et éventuellement de retour vers l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'il se passe entre l'admission et en fait, on va dire l'entreprise et l'emploi, beaucoup de choses. Au niveau du statut des personnes, donc les personnes ne sont pas reconnues en statut de salarié dans les AT. Elles ont un contrat d'aide et de soutien qu'elles vont signer avec l'établissement. On va définir ce qui va être les objectifs, les orientations, les attentes. On va définir tout un ensemble d'éléments qui sont liés en fait à la condition de prise en charge. Elles ne peuvent pas prétendre à un licenciement, on parlait de code du travail, et ce contrat qu'elles vont signer avec les AT est réactualisé tous les ans au travers de ce qu'on appelle un projet personnalisé. Voilà, donc on est bien dans un principe d'accompagnement de l'action sociale et les AT restent un établissement du dispositif de l'action sociale. Alors, il y a quand même des dispositions du Code du travail qui vont s'appliquer en ESAT, qui sont les conditions de sécurité et d'hygiène, les conditions de médecine du travail, donc tout ce qui est la protection liée au poste de travail. Et on voit, donc, c'est ce qui a été un peu présenté tout à l'heure, des mesures qui vont arriver fortement aussi dans les ESAT, c'est tous les droits à la formation. Voilà, on faisait de la formation, mais là, on va pouvoir utiliser voilà, les dispositifs du droit commun pour éventuellement former, développer de l'employabilité chez nos travailleurs. Donc, on peut changer voilà, de diapo. Donc, ce que je vous disais, donc les personnes sont admises donc à l'ESAT, elles vont intégrer une activité professionnelle, on est reconnu, on verra tout à l'heure, par rapport à des métiers, mais dans un même temps, en fait, on va les intégrer dans un parcours professionnel qui va permettre en fait à un moment de faire évoluer la personne, la faire évoluer professionnellement. Donc on voit là le processus d'accompagnement qu'on conduit. On part souvent de captation et de motivation de la personne. Qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de travailler où? Sur quel poste? Etc. On fait beaucoup d'évaluations professionnelles tout au long du parcours qui va nous permettre de mesurer en fait les écarts à un moment entre le potentiel et les capacités de la personne et en fait les savoir-faire acquis. On va des fois aussi remobiliser, ça c'est fréquent, les personnes se démobilisent, alors ça peut être des conséquences du handicap ou autre chose, et donc on est souvent en remobilisation. On est avec un public qui peut facilement avoir toujours un désir de sortir de l'ESAT par rapport à des problématiques de santé. Donc voilà, on essaye de prendre en compte ça et puis on ne les sort pas, on va retravailler avec eux. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a un axe fort en ESAT sur l'accompagnement de la formation professionnelle. On est toujours attentif à ce que les personnes en fait acquièrent de nouveaux gestes. Alors c'est vrai que on est plutôt axé aujourd'hui sur l'employabilité dans nos murs, on va dire pour les services et notre production, parce qu'on parle aussi de production, mais c'est vrai que c'est là-dessus où on va voir aussi une évolution. On a aussi des dispositifs, nous on est très attentifs à les attaques au collège sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle, donc permettre en fait à des travailleurs de pouvoir quitter nos ateliers et aller s'immerger dans le monde du travail, alors toujours avec l'accompagnement, donc on verra tout à l'heure par des expériences où l'encadrement peut être présent, et puis sur je veux dire, des actions où en fait le travailleur peut aller tout seul. Et puis, quand on a fait à peu près tout ce chemin et que le travailleur est motivé et qu'il a en fait un niveau d'employabilité, et donc là, c'est vrai qu'on a aussi une possibilité d'accompagnement dans l'emploi. Donc, on a des entreprises qui nous font part de postes de travail
et qui pourraient éventuellement être occupés par un travailleur d'ESAT. Et là, on va accompagner le travailleur dans l'entreprise et on va accompagner aussi l'entreprise à pouvoir intégrer ce travailleur dans ses locaux, sur son site, etc. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on souvent les ESAT sont reconnus pour leur productivité et tout l'aspect travail qu'ils fournissent, mais en fait, derrière, il y a aussi tout un mécanisme qui est lié en fait à une évolution du parcours professionnel, ce que l'État attend fortement aussi au travers de encore aller plus loin et sécuriser encore plus ce parcours et encore plus l'accompagnement vers l'emploi. On peut changer de... Voilà. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a la partie professionnelle, mais aussi en ESAT, on est très attentif à la complémentarité qu'on peut mettre à côté du travail. Donc, c'est vrai qu'on va mettre en place des activités sociales, culturelles, sportives, tout un ensemble en fait d'actions qui vont permettre de faire évoluer l'autonomie de la personne. Alors, l'autonomie au travail, donc ça va souvent par des acquis scolaires. Entretenir des acquis scolaires parce que si on prend le conditionnement, il faut savoir souvent compter des cartons, monter des palettes, donc le calcul est important. On voit aussi par l'informatique, qui est un moyen aujourd'hui. On a de plus en plus de travailleurs qui utilisent l'informatique et donc il y a des actions qui sont menées. L'informatique est aujourd'hui très présente dans le monde du travail. On est aussi beaucoup présent sur les actions qui vont favoriser l'autonomie et les déplacements. Voilà, si on veut mettre les personnes en situation de travail, il faut qu'elles soient en capacité de se déplacer et aller vers l'entreprise. Et donc là aussi, on va pouvoir les accompagner pour passer des permis de conduire, pour aller vers la conduite de ces petites voitures sans permis, etc. Donc en fait, on va mettre en place tout un ensemble de démarches en complémentarité du travail pour en fait favoriser tous les axes qui vont permettre en fait à la personne d'évoluer et puis pour celles qui le désirent et qui ont le potentiel de pouvoir après sortir de l'ESAT et d'aller vers un autre contexte qui peut être celui de l'emploi dit ordinaire. Voilà, on peut changer. Alors, ce qui est important, c'est de revenir en fait sur les attendus. Donc, vous l'avez vu en présentation, l'ESAT est dans une dynamique de transformation de son offre de services. Et aujourd'hui, il y a des effets. Alors, moi, je considère que ça va être des effets plutôt dynamiques, puisqu'en fait, il y avait quelques points, et on l'a entendu tout à l'heure, qui n'étaient pas si clairs que ça dans notre relation qu'on pouvait avoir avec les partenaires. Déjà, clarifier les relations. C'est qu'aujourd'hui, l'État nous positionne véritablement plus dans la notion d'accompagnement à l'emploi. D'ailleurs, on va changer d'appellation, parce que ça ne va plus être un établissement et service d'aide par le travail, mais un établissement et service d'accompagnement par le travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on allait, par exemple, sur les expériences en entreprise, on utilisait les mises à disposition et on était dans une relation très marchande avec des donneurs qui étaient plutôt liés à la production, à la réalisation d'une tâche. Et on avait du mal à intégrer à la question des politiques RH des entreprises. Et aujourd'hui, l'axe, par exemple, des temps partiels va nous permettre, en fait, de rentrer aussi dans l'entreprise par l'aspect politique RH de l'entreprise. Voilà, alors on ne va pas être des placeurs dans l'emploi, on n'a pas vocation à être les dispositifs Pôle emploi ou Cap emploi, mais en fait, voilà, on va pouvoir différencier ce qui peut être un moment une demande de travail et de prestation à des questions qui peuvent être plus de l'insertion et de l'accompagnement vers l'emploi. On est assez favorable et je pense que les mesures vont permettre de voir des nouveaux partenariats, des développements autour des activités externalisées. C'est vrai que ce qu'on disait, nos activités sont principalement centrées dans nos locaux, au sein de nos ateliers. Et aujourd'hui, on cherche à innover et à avoir de nouveaux liens avec les entreprises pour qu'en fait, l'ESAT se déplace dans les entreprises ou dans les administrations avec des activités précises, au travers d'accompagnement ou sans accompagnement, voilà, de tout ce qu'on... En fait, c'est un mouvement de l'externalisation, de l'ouverture de l'ESAT vers l'extérieur, avec des nouveaux liens, etc. On espère que ces mesures vont permettre de faire immerger l'emploi pour ces personnes, parce que ce n'est pas obligatoirement facile. On est reconnu souvent comme des partenaires productifs. Et quand on vient parler emploi pour ces personnes,
ben voilà, des fois les portes se referment un peu parce qu'on n'est pas reconnu obligatoirement, principalement sur la question de l'emploi. Et donc ces mesures, dont le temps partiel, je pense qu'il va être une mesure un peu phare, va nous permettre de dire, voilà, on peut être un moment dans l'emploi, le travailleur peut aller dans l'emploi, occuper un poste, mais on garde quand même un moment l'accompagnement qui peut être nécessaire sur un temps donné. Tandis que d'habitude, on faisait un peu des sorties brutales, c'est-à-dire qu'on sortait de l'ESAT et l'accompagnement, on va dire, il se stoppait, même si on assurait un peu une prestation, il se stoppait, etc. Et puis, ben, tous les effets aussi, va compléter notre processus, on l'a vu, on va être plus présent dans les entreprises et pour nous, c'est favorable parce que la partie accompagnement à l'emploi faisait partie des éléments où on a une volonté de progresser, de se développer. Voilà, et puis ben, c'est toujours pareil, et on le voit déjà, on a une dynamique aujourd'hui de créer des nouveaux liens avec les entreprises privées et publiques. Si on parle par exemple des entreprises privées, beaucoup d'entreprises sont dans des dynamiques, ce qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et elles viennent taper à la porte de l'ESAT pour qu'on puisse intégrer la question de l'emploi des personnes de l'ESAT dans ces politiques RSE. Donc c'est vrai qu'on crée en fait aujourd'hui des nouvelles relations, des nouveaux partenariats. C'est pas obligatoirement finalisé. Voilà, on se cherche un peu, mais voilà, c'est assez prometteur, etc. Et puis, un élément important, c'est que permettre en fait de mettre les personnes dans l'entreprise, ça va permettre à ces personnes d'aller plus loin dans leur formation, d'acquérir de la technicité, un peu plus d'employabilité. Donc voilà, donc on aura besoin aussi de ça parce qu'on était souvent très limité à nos locaux. Et donc là, on aura plutôt des terrains un peu plus larges par rapport à éventuellement des relations qui vont se créer. Voilà, et puis surtout, ce qui paraît important et ce qui passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'emploi en ESAT. Le décret met l'accent là-dessus, et c'est vrai qu'on ne parlait pas d'emploi en ESAT, hein, les travailleurs ESAT, on ne parlait pas de ce terme emploi, et je trouve que c'est intéressant parce que ça leur donne une représentation et une place dans la notion du travail qui est un peu différente. Voilà, c'est plus des usagers obligatoirement d'un dispositif, mais ils deviennent des travailleurs dans un milieu protégé, mais ils deviennent des travailleurs comme n'importe quel salarié, etc. Donc, ils sont très attentifs à ces termes, et ils ont raison, hein, parce que ça reste quand même des véritables travailleurs. Voilà un petit peu la question de l'approche de l'accompagnement par rapport aux professionnels en ESAT. Merci beaucoup, Monsieur Vélago. Merci beaucoup à tous les deux. Donc là, nous venons de clôturer la première partie sur la dimension sourcing, même si en fait cette deuxième partie sur la présentation des prestations de services qui sont proposées par les EASAT va en fin de compte venir éclairer, apporter un éclairage complémentaire sur cette première partie, parce qu'à travers les prestations que vous proposez, quelque part, ce sont aussi des compétences qui sont disponibles dans vos établissements. Donc, ça va peut-être permettre de donner un peu de chair à ce discours. Voilà. Eh bien, pour la présentation de cette deuxième partie, c'est Jean-Michel Laforge qui commence et qui va nous présenter notamment les prestations proposées par le réseau Adaptea. Je vous en prie, Jean-Michel. Alors, on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Là, je crois que… Je suis en train de faire deux choses à la fois, ce qui est très compliqué pour moi. Donc, j'arrive. Voilà, on y est. Allez-y. Voilà, donc bon, je ne reviendrai pas sur ce que j'évoquais tout à l'heure avec les trois natures, en gros, différentes de prestations dans les murs, de prestations de services ou de la mise à disposition. Simplement, en termes de modalités de mise en relation, il existe un certain nombre de plateformes qui, justement, permettent de faciliter cette mise en relation. Donc, on a des plateformes qui sont des plateformes développées au niveau local, au niveau régional, voire au niveau national. Donc, pour illustrer un petit peu mon propos, je voulais vous présenter donc, le site qui a été développé sur la Franche-Comté par le réseau Adaptea, mais je pense qu'il en existe d'identiques. J'ai vu qu'on avait des gens du Grand Est. Là, je pense que Centrafo, qui est un peu le pendant du réseau Adaptea sur le Grand Est, dispose également de ce type de site. Donc, on peut peut-être passer à la slide suivante où je vais partager mon écran. Oui, plutôt partage. J'ai arrêté mon partage et je vous laisse partager votre écran.
OK. Ah. Donc là, je pense que vous voyez mon écran, où ça ne devrait tarder. C'est bon. Voilà. Ouais. Donc, le site hein, du réseau Adaptea, hein, c'est un site qui a pour vocation déjà de présenter un peu au sens large hein, les prestations qui sont les prestations donc, réalisées par nos établissements. Hein. Donc le réseau Adaptea, hein, c'est sur la Franche-Comté 3200 personnes en situation de handicap, c'est 11 organismes gestionnaires et un certain nombre des ATEA qui sont implantés sur toute la région et qui nous permettent d'avoir un maillage territorial qui est relativement dense. Hein. Donc, ça signifie où vous soyez implanté et en proximité de chez vous, vous avez la possibilité donc de recourir à des prestations de quel ordre qu'elles soient, hein, ou des prestations de service, ou alors des prestations type RH, hein, du type de celles que Eric a décrites tout à l'heure, hein, donc qui seraient dispensées par un ESAT ou une entreprise adaptée en proximité. Donc, si on considère donc l'éventail ou la palette de nos savoir-faire, on retrouve à peu près la même offre dans toutes les régions. Hein. Donc, bon, les prestations industrielles, ça c'est un peu le propre, j'allais dire, du Nord Franche-Comté. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit les prestations qui vous préoccupent le plus. Hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a cette capacité à répondre à tous les donneurs d'ordre, hein, qui sont donc les entreprises de la métallurgie, de l'automobile, hein, qui sont implantées dans notre territoire. Hein. Donc à la fois en prestations en lémur, hors lémur, etc. Dans les prestations de services, donc ici, hein, vous avez l'éventail des prestations qui sont les prestations qu'on est en capacité de réaliser, hein, donc de la blanchisserie, de la bureautique, de la gestion électronique documentaire, de l'imprimerie, du pressing. On a même des activités type conciergerie hein, qui intègrent donc de plus en plus d'activités de service de ce type et qui permettent donc à des salariés dans une entreprise de bénéficier directement depuis un guichet à l'entrée de l'entreprise hein, de tout un tas de prestations qui peuvent être assurées par les ESAT. On a bien évidemment les prestations de nettoyage, donc des nettoyages de véhicules ou alors des nettoyages de locaux qu'on est en capacité d'assurer. On a des prestations qui sont des prestations en lien avec bon, la nature. Alors là, c'est bon, les entretiens d'espaces verts, bon, les activités de maraîchage, ça concerne moins, des travaux paysagers, bon, un peu de viticulture aussi. Ça, c'est pour le plaisir ou pour les cadeaux de fin d'année éventuellement, pour les paniers garnis. Activités alimentaires ou agroalimentaires également. Hein. Donc là aussi, on a quand même un certain nombre de grandes marques hein, qui sont réparties sur la région et qui proposent ou des activités de restauration collective ou des plateaux repas ou des cafétérias commerciales ou des restaurants d'entreprise ou alors bon, de la vente via différents sites enfin, de différents produits ou de maraîchage ou de poulet, voire même de pain, etc. Donc, en tout cas, vous avez une palette qui est une palette relativement large d'activités. Et bon, il suffit donc en termes de fonctionnalité hein, de faire une recherche. Vous voyez, hein, vous avez votre code postal. Vous recherchez donc un établissement qui est un établissement en proximité, ou alors vous recherchez directement par mots-clés. Hein. Si je fais une recherche ici, imprimerie, par exemple, voilà, rechercher. Donc j'ai en un seul clic donc l'ensemble des établissements donc du réseau qui proposent donc des prestations qui sont des prestations d'imprimerie. Donc voilà. Bon, ça n'a rien de, enfin, c'est pas propre. Hein, une fois encore à la Franche-Comté au réseau adapté. Bon, Eric nous présentera tout à l'heure le site hein, qui est le site du GIE, hein, du GIE de Bourgogne, hein, qui propose, j'imagine, le même type de fonctionnalité. Il existe une autre plateforme quand même qui a été donc nouvellement créée et il me semble intéressant d'en parler. Cette plateforme, c'est ce qu'on appelle la plateforme de l'inclusion. Je vais en faire peut-être une petite présentation rapide de cette plateforme de l'inclusion. Donc, c'est une plateforme qui permet donc à la fois de faire une mise en relation. Vous voyez mon écran là? Peut-être pas, non? Non, pas encore. Il faut repartager votre écran. Vous avez arrêté le partage.
Ouais, voilà. Donc là, vous l'avez. Voilà. arrive. Donc, une plateforme qui a été créée par le ministère du Travail, donc qui permet à la fois, elle a deux vocations. Elle permet, bon, d'une part, à la fois à des personnes en situation de handicap ou en insertion de prendre contact directement avec nos structures et nos organisations, mais il y a également une place de marché, et une place de marché qui a un peu la même ambition, la même finalité que celle donc, du site Adaptea que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec une recherche rapide, donc de rechercher un prestataire, et pour le coup, il y a une couverture qui est une couverture beaucoup plus large puisqu'on est sur une couverture nationale. Donc ça, c'est une plateforme qui a été faite en lien avec les réseaux, qui sont également les réseaux nationaux existants, donc comme le GESAT, qui est implanté à Paris et qui est un réseau vraiment à vocation commerciale de mise en relation entre des entreprises clientes et des prestataires donc, du monde du travail protégé ou adapté. Donc ça, c'est l'autre lien que vous pouvez justement utiliser, donc la plateforme de l'inclusion ou la place de marché de la plateforme de l'inclusion. Il y a une petite slide donc dans la présentation, Stéphane, sur laquelle j'étais passé rapidement, mais c'était juste. Voilà, qui était la slide de présentation du réseau Adaptea, mais je vous l'ai présenté dans les grandes lignes, donc je ne vais pas y entrer plus en détail. Donc vous avez les grands chiffres. Simplement, ce que je voulais préciser, les forces du réseau Adaptea, mais une fois encore, ce n'est pas pour mettre en avant le réseau Adaptea, parce que dans toutes les régions, il y a des réseaux un peu de ce type qui proposent en gros les mêmes prestations sur une échelle territoriale, une couverture plus ou moins large. Bon, déjà préciser que notre ADN, c'est vraiment l'accompagnement des personnes en situation de handicap, de quelque origine qu'elles soient, ou dans quelque établissement qu'elles soient accompagnées. Donc, on a une palette qui est très étendue de métiers et savoir-faire, qu'on est certifié, donc on joue vraiment dans la cour des grands, ça je tiens toujours à le préciser. L'établissement a toutes les certifications, ISO 9001, 14001 pour l'environnement, 45001 pour la sécurité, certification sur la blanchisserie quand on fait de la blanchisserie, etc. Donc, à chaque fois, on essaie justement pour pouvoir renforcer notre crédibilité, parce qu'on souffre des fois d'un déficit de crédibilité, malheureusement. Donc, on aligne toutes les palettes de certification qui permettent d'attester du fait que nous aussi, on est en capacité de jouer dans la cour des grands et de proposer des prestations qui se hissent à la hauteur des prestations donc des entreprises ordinaires. Pour ceux d'entre nous là, qui répondent à des appels d'offres marché public, que ce soit dans l'agroalimentaire, la blanchisserie, etc., on a les grands groupes en permanence devant nous, on répond sur les mêmes items, les mêmes critères, les mêmes exigences, et on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc voilà, ça prouve que de ce point de vue-là, on n'a pas à rougir une fois encore des compétences affichées par les personnes qu'on accompagne. Ce qui me semble important aussi, c'est qu'on a une capacité au travers de ces réseaux à répondre à des appels d'offres à une échelle régionale, à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, et ça on l'a déjà fait par le passé avec le réseau Adaptea, on avait un prestataire, pour ne pas le nommer, qui était le Crédit Agricole, qui avait un besoin en matière de GED, donc de faire un certain nombre de tri dans des documents et de les numériser. Eh bien, on a travaillé avec une tête de réseau, un point d'entrée unique. Donc l'appel d'offres a été piloté par le réseau Adaptea. Et ensuite, on a organisé donc, tout le maillage territorial de manière à répondre en proximité avec tous les ESAT du réseau aux différentes agences. On a organisé la production, on a organisé les gammes, il y avait un seul point de facturation. Donc, c'est extrêmement aussi intéressant pour les structures, les entités, les administrations qui sont réparties sur un territoire relativement large. On va pas solliciter indépendamment chacun des établissements. On sollicite donc un établissement et c'est lui qui se charge donc de piloter la prestation à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc ça me semble quand même important que de présenter une fois encore cette capacité à travailler ensemble. Voilà pour le réseau Adaptea. Donc je crois que je vais laisser la parole maintenant à Eric pour le GIE. Oui, c'est bon, on m'entend bien? C'est bon? Moi, je voudrais me permettre de rajouter, alors je voulais regarder s'il y avait des questions, mais je n'ai pas vu apparaître de questions pour l'instant. Moi, je voulais rajouter quand même qu'effectivement, vous êtes sur un très haut niveau, enfin, ce qui peut paraître assez contre-intuitif, c'est que effectivement, vous avez notamment les ESAT peuvent avoir des personnes qui ont une autonomie un peu faible au départ. On a vu que ce sont des questions qui sont travaillées tout au long du parcours
des personnes. Donc, intuitivement, on peut se dire que vous devez être limité dans des activités assez simples, peu de valeur ajoutée, peu techniques, et voilà. Mais en fin de compte, effectivement, vous avez parlé des normes ISO que vous avez obtenues, mais vous avez parlé de... Mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est le niveau de professionnalisme et de technicité que vous arrivez à atteindre avec des personnes qui n'ont pas des capacités forcément infinies, en tout cas, à développer des compétences. Vous parliez de blanchisserie, vous faites des prestations de blanchisserie pour les hôpitaux avec des normes super strictes. Vous parliez tout à l'heure de sous-traitance avec l'automobile. Vous êtes fournisseur de Rouen, c'est-à-dire que vous faites notamment, je sais, sur Montbéliard, les faisceaux électriques depuis très longtemps, mais on sait bien que les faisceaux électriques, entre ceux des 404 et ceux des 5008 d'aujourd'hui, ben, ça a un peu évolué, c'est beaucoup plus compliqué. C'est à peu près le même public qui fait ce travail-là, mais vous avez ce savoir-faire d'arriver à décomposer des choses compliquées en choses simples et de faire en sorte que les gens produisent des travaux de très haute qualité, ce qui fait que être fournisseur de Rouen dans le mobile, ça veut dire que vos produits sont montés directement sur les véhicules sans aucune vérification du constructeur. C'est-à-dire que vous êtes, c'est zéro erreur, quoi. Sur les espaces verts, alors oui, espaces verts, on peut imaginer juste tourne, mais je sais que vous avez également innové sur ces dimensions-là en tenant compte du mouvement de respect de la biodiversité. Voilà, vous avez des produits qui sont à la pointe, en fin de compte. Vous proposez des choses à la pointe. En restauration, oui, vous faites de la restauration, mais rappelez-moi combien vous faites de repas que sur le Doubs, par exemple, par jour? 18 000. Voilà, d'accord. Donc, on n'est pas sur un food truck, si vous voulez. Ah, ben oui, mais c'est le même mot, mais ce n'est pas la même réalité derrière. Donc, en fin de compte, on a là, vous êtes des partenaires solides pour faire des actions. Ça peut être des petits chantiers, puis ça peut être des missions importantes, complexes. Et vous avez vraiment cette. Moi, je me rappelle de la visite d'un ESAT où justement, sur la fabrication de ces faisceaux électriques sur le iTube de mémoire. Et donc, vous aviez complètement changé les codes alphanumériques qui étaient sur les câbles, parce qu'il y a des centaines de références de câbles différents qu'il faut mettre au bon endroit, sur la bonne voiture, etc. Et vous avez complètement mis des codes, des petits pictos, mais c'était dès l'arrivage sur la logistique jusqu'au poste de montage, ce qui permettait de rendre simple l'identification et le transport d'essais. Et donc, il y avait le picto, l'éléphant rose, la coccinelle verte, enfin bref, peu importe. Et comme ça, on avait des travailleurs qui étaient à l'aise et qui faisaient du travail de haute qualité. Moi, je voulais juste rapporter ça parce que vous êtes dedans, vous ne vous rendez pas compte. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a quand même... même la GED, quand vous avez parlé de la prestation de la GED avec le Crédit Agricole, si ma mémoire est bonne, une des contraintes fortes de ce marché-là, c'est que le Crédit Agricole voulait que pendant le processus de numérisation, tous les dossiers puissent être consultables. Donc, ça veut dire que ça avait demandé quand même une organisation qui était assez importante. Et ils avaient gardé, je me rappelle du bilan, ils avaient gardé une partie de la numérisation parce qu'ils voulaient être sûrs que ça se passe bien. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait eu plus d'erreurs dans ce qu'ils avaient fait eux-mêmes que dans ce que vous aviez fait vous. Donc, je pense que dans le message, oui, il y a la liste d'activités, mais il faut que nos 18 000 repas jour, ça veut dire que si on a une grosse collectivité qui cherche un partenaire sur de la restauration collective, ben voilà, vous êtes à la hauteur. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais ça me semblait nécessaire. Eric Vedelago, je vous cède la parole, je vous en prie. Eh ben merci. Donc, les Attacodèges, alors les Attacodèges, donc on est situé en fait en périphérie de Dijon, à Marsanne-la-Côte.
on est géré par l'association ACODEJ. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association du secteur, hein, il n'y a pas de représentation nationale. Et en fait, son plan d'action, c'est de venir en aide à des publics vulnérables, tant sur le champ social que la question du handicap, sur n'importe quel âge, etc. Et donc, c'est aujourd'hui une association de 800 salariés. Donc, ça commence à être quand même une association assez importante. Donc, l'ESAT, c'est aujourd'hui 215 places. C'est un agrément, hein, on parle d'équivalent temps plein, ce qui représente, avec la prise en compte des temps partiels, parce qu'on a beaucoup de temps partiels quand même dans nos établissements, 230 personnes pour 50 salariés professionnels. Voilà. Les publics accueillis, en fait, nous, on a 3 types de handicap. On reçoit des personnes donc, qui sont ce qu'on appelle le handicap intellectuel. On a aussi des personnes qui sont du handicap psychique et on a un agrément de 15 places pour du handicap visuel. Voilà, donc il faut savoir, c'est que les ESAT souvent ont des agréments par rapport à des populations et on reviendra plus tard. Voilà, donc moi je ne reçois pas ou très peu ou à part avec des handicaps associés, ce qu'on pourrait appeler du handicap physique. Donc c'est vrai que je ne vais pas sur des postes de travail qui sont plutôt destinés à ce type de population, etc. Par rapport au financement, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les ESAT, nous, on est toujours dans le champ de l'action sociale. On va dire notre représentation, elle est dirigée par l'ARS. Donc, en fait, on a un double financement. Donc, on a un financement de l'ARS hein, par rapport à des CPOM qui est lié à toute la question des dépenses liées au handicap et tout ce qu'on va mettre en œuvre pour accueillir ces personnes. Et puis après, les ESAT, c'est ce que vous dites tout à l'heure, Stéphane, on peut le dire quand même, on est des organisations de production. Donc, j'ai une finance qui est de la production propre. Et pour vous donner une représentation, aujourd'hui, les ESAT à Codège, c'est 2,7 millions de chiffre d'affaires au travers de pas mal d'activités. Donc, ces 2,7 millions vont me permettre de faire toutes les dépenses qui sont liées à la production, l'achat des machines, les camions. Je vais payer aussi une partie des salaires des travailleurs, toutes les dépenses liées à ce qu'on appelle le commercial et la production. Voilà par rapport à la… Donc après, on va passer aux activités qui sont proposées. Donc, je vous laisse tourner la diapo. Ah ben voilà, merci. Donc, nous, en fait, on est en multi-activité. Donc, on a des gros ateliers parce qu'il y a pas loin de 120 personnes qui sont ce qu'on appelle du conditionnement et de la sous-traitance industrielle. On est très présent dans le secteur pharmaceutique. Donc, quand on parle de technicité, hein, on s'aperçoit quand même que voilà, les industries pharmaceutiques de Dijon font confiance aux ESAT et on a des productions qui partent directement des ESAT vers la vente. Et donc, ouais, il y a une certaine responsabilité quand même. Et puis, sur le secteur du conditionnement, on a un service assez important de destruction d'archives avec des règles de respect des confidentialités liées aux documents, à la destruction, etc. On a aussi des ateliers d'espace vert. On a de la restauration, alors à plus petite échelle, mais ça reste quand même conséquent. On fait 1200 repas par jour. Donc, pour un petit établissement, c'est déjà pas mal. Et en fait, on est sur des prestations de livraison de repas froids, ce qu'on appelle la liaison froide. Et on a un service aussi de livraison de plateaux repas et de mission réception traiteur pour permettre justement à des travailleurs de pouvoir aussi aller dans l'entreprise dans le cadre de certaines manifestations. On a un service de blanchisserie. On a un secteur bois, métallerie et on a un secteur qui se développe et qu'on souhaite encore plus faire progresser, c'est le secteur des prestations en entreprise. Donc, on verra tout à l'heure les relations qu'on peut créer à un moment autour des métiers et de ce qu'on sait faire, mais au sein des entreprises. Donc, on voit qu'en fait, l'ensemble de métiers en fait, vont nécessiter des savoir-faire et de l'autonomie. Et puis, ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est vrai nos structures ont énormément évolué vers une approche de technicité et d'employabilité.
on n'est plus ou moins sur des travaux, on va dire, occupationnels, comme on l'a été, ou comme les CAT, parce qu'avant d'être ESAT, on appelait ça des CAT, l'ont été. Aujourd'hui, on a des relations par rapport à des travaux qui peuvent être complexes, avec des règles exigeantes, et on arrive à s'adapter, comme disait Stéphane, à des contraintes. Si je prends la pharmacie, par exemple, je peux avoir des auditeurs qui viennent dans l'établissement et qui vont regarder si je respecte les conditions de la production pharmaceutique, qui sont des règles quand même assez strictes au niveau des obligations. Voilà. Et donc les partenariats, parce que donc, tout ça nous emmène à avoir des relations. Partenariat et levier, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est autour du travail qu'on arrive aussi à faire évoluer les parcours professionnels. Alors, les relations, elles se déclinent en plusieurs formes. Alors déjà, les prestations de sous-traitance, on est connu pour ça. L'entreprise a un travail à faire réaliser, elle vient taper à la porte de l'ESAT, on va étudier ce travail, on va le réaliser dans nos murs, on va voir si on a les métiers qui vont avec la proposition. Et donc voilà, donc on va pouvoir faire acquérir aux travailleurs des compétences et de l'autonomie, mais en fait au sein de nos murs. C'est souvent là-dessus qu'on est l'activité des ESAT est souvent concentrée. On a aussi un secteur de prestation de services en entreprise. Donc là, on va pouvoir en fait détacher une équipe de travailleurs avec un encadrement par rapport à une tâche. Je prends par exemple du conditionnement. L'entreprise, au lieu de me donner les éléments et que je vais conditionner et les faire partir de chez moi, on va considérer qu'en fait ce travail peut rester dans l'entreprise et je vais déplacer l'équipe de travailleurs dans l'entreprise qui va permettre quand même d'avoir un effet d'immersion des travailleurs dans l'entreprise tout en restant dans l'approche de la mission de l'ESAT. On ne parle pas là d'emploi, etc. Et puis, ces prestations de services nous permettent de repérer quand même des travailleurs. Pour nous, c'est le moyen d'évaluer les travailleurs dans un contexte autre que l'ESAT. Et ça va nous permettre souvent de repérer des personnes qui ont envie d'aller dans un échelon un peu plus loin dans leur projet d'accompagnement. Et donc, on va passer par les mises à disposition. Et donc là, en fait, on va signer avec l'entreprise ou l'organisation un contrat tripartite, donc l'ESAT, le travailleur et l'entreprise, et on va mettre en fait le travailleur en situation de travail individuellement par rapport à une tâche. Voilà. Et en fait, c'est les mises à disposition qui sont aujourd'hui pour nous ce levier à l'emploi, puisqu'en fait, quand les conditions de la mise à disposition se déroulent bien, c'est-à-dire que si le travailleur est content, que l'entreprise puisse voir en fait qu'il répond bien au poste attendu, dans ces cas-là, c'est pour nous en fait le levier à l'emploi. C'est là souvent qu'on peut dire, voilà, si vous avez un recrutement, vous pouvez éventuellement prendre ce travailleur et on peut basculer dans une approche d'accompagnement vers un contrat de droit commun. Et ensuite, alors je l'aime pas pays, mais voilà, le levier va arriver derrière, c'est qu'après les mises à disposition, on va avoir ce levier des temps partiels. Et donc là, on va pouvoir dire à l'entreprise, puisque ça se passe bien, utilisons le levier du CDD, offrez-lui la possibilité d'aller vers le droit commun. L'entreprise va y trouver un intérêt, parce que là, sur les 3 prestations proposées, on n'est pas sur la décote directe liée à l'obligation d'emploi, on est plutôt sur la partie prestation avec un établissement de travail protégé. Donc, on va pouvoir utiliser ce levier où l'entreprise va dire pourquoi je ne prendrais pas la personne en temps partiel, et nous, on pourra continuer sur l'autre partie avec le travailleur de faire la partie accompagnement. À mon avis, quelque chose qui va être assez transitoire et qui va ralentir un peu la brutalité qu'on avait entre être en ESAT et sortir de l'ESAT. On a là quelque chose, à mon avis, j'ai beaucoup d'espoir à ça. Et puis, on est très attentif, on a parlé tout à l'heure, au stage. C'est vrai on sollicite beaucoup les entreprises pour pouvoir en fait ouvrir leurs portes par rapport en fait à des postes de travail qui vont nous permettre, nous, de faire monter en technicité les travailleurs, parce qu'on n'a pas tous les outils, on n'a pas toutes les machines, et quelquefois on peut être limité, et donc on va chercher auprès de nos partenaires celui qui pourrait permettre d'évaluer encore plus haut l'employabilité des travailleurs. Voilà, donc les relations avec les AT souvent se font autour de ces 4 aspects, prestation de service, mise à disposition et stage. Voilà.
Donc, pour terminer, en fait, alors nous, on a un site, hein, on peut trouver sur le site de la Codege un ensemble d'éléments pour accompagner et présenter un peu notre établissement et en fait ce qu'on est en capacité de proposer. Et puis, on a aussi, alors il faut que je le retrouve, je ne l'ai plus, hop. Voilà. Et donc, est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon? On vous entend et on voit le site. Voilà, merci. Voilà, donc l'ESAT à Codege fait partie aussi d'un groupement, alors c'est un GUE, hein, groupement d'intérêt économique qui s'appelle les Ateliers de Bourgogne, qui regroupe une quinzaine d'ESAT dans le sud de Bourgogne. Et là, en fait, ça vient apporter une complémentarité au métier que nous, on peut proposer. Alors, on a une relation, on va dire, commerciale et de coopération avec les autres ESAT. On n'est pas en concurrence, hein, il y a certains clients qui vont partager une même production sur divers établissements. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut partager aussi l'approche de certains projets d'insertion. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, je suis en relation avec une entreprise et que je n'ai pas la possibilité de pouvoir apporter une réponse à un poste proposé, donc je vais me tourner vers le réseau qui, lui, a d'autres compétences que les miennes. Donc, on verra, on voit sur le site qu'on retrouve tous les ESAT et leurs compétences et leur emplacement aussi, hein, l'implantation. Et donc, en fait, ce réseau nous permet d'avoir une relation commerciale, mais aussi un moment de pouvoir avoir une relation de partenariat liée au parcours d'accompagnement des travailleurs. Voilà, donc c'est aussi un site que vous pouvez aller consulter qui vous permet en fait de voir à côté de vos structures ou de vos services s'il n'y a pas un ESAT et quels métiers ils peuvent proposer. Et puis éventuellement solliciter les ateliers de Bourgogne si vous avez une spécificité par rapport à des attendus sur un poste. Voilà, par rapport à l'ESAT à Codege. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation. Je ne vois toujours pas de questions, donc vous avez dû être particulièrement clair, hein, dans vos présentations. Vous pouvez toujours poser des questions, hein, et sinon, je vous propose de passer. Donc, Fabrice va nous donner. Vous savez que lorsque vous faites appel à une EA ou un ESAT, il y a une partie de la facture que vous allez pouvoir déduire. Voilà, il y a des dépenses déductibles. Eh bien, Fabrice va nous expliquer comment ça fonctionne. Merci Stéphane. Par contre, je ne vois pas le support projeté, Ouais, mais je pense qu'il va arriver. En tout cas, en attendant que le support arrive, en clair, en fait, ce que je vais vous présenter, enfin vous rappeler, normalement, c'est une évolution liée à la déclaration des OTH qui s'est d'ailleurs appliquée un an avant au secteur privé et ensuite s'est appliquée au secteur public. Et là, on rentre sur la deuxième année, donc a priori, ça sera moins une découverte pour ceux qui ont effectué la déclaration. Mais ce qui me semble important, c'est effectivement rappeler le contexte, en fait, que maintenant, en fait, les facturations du secteur protégé et adapté ne contribuent plus à faire baisser, enfin à faire monter plutôt votre taux légal, puisqu'il n'y a plus que le taux direct. On ne prend en considération maintenant que les personnes physiquement chez l'employeur. Et donc, on ne calcule plus l'équivalent de BOE correspondant à ces dépenses. Par contre, maintenant, l'évolution, c'est que par rapport à la contribution, vous pouvez déduire une partie de la facturation de votre contribution. Alors, par contre, cette faculté repose d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez être contrôlé, il y a une normalisation en fait de documents qui justifient de la partie déductible. Et donc, il y a un arrêté qui a normalisé. Et donc, normalement, vous devez, à chaque fois que vous avez recours à une EA, un ESAT, être attentif au fait que vos services achats soient bien destinataires d'un document normalisé. Vous figurera, en fait, c'est carrément le prestataire qui vous donne, en fait, le montant à saisir sur votre déclaration. Donc ça, c'est un peu dans l'esprit de la simplification pour les employeurs. Donc maintenant, il n'y a pas de calcul à faire, hein, vous n'avez aucun calcul à faire. Normalement, vous avez juste à saisir le montant qui vous est indiqué. Et c'est un montant en plus avec des numéros, donc c'est le montant numéro 4. Et après, malheureusement, ça ne permet pas d'effacer totalement une contribution. Ça permettra effectivement de déduire et ça dépendra également, s'il y a un plafonnement de cette déduction, lié en fait du coup au fait que l'employeur est plus ou moins
proche en fait de l'obligation légale. Donc, quand on a un employeur en dessous de 3%, du coup, on peut déduire que 50% de la contribution annuelle. C'est plafonné à 50% de la contribution. Et puis, si on dépasse ou on atteint 3% en taux direct, du coup, on peut déduire de la contribution qui est issue de ce taux 75% de sa contribution annuelle. C'est plafonné à ce montant-là. Voilà, donc ça, c'est un peu l'information, effectivement. A priori, j'ai encore quand même quelques employeurs qui ne sont pas destinataires. Alors, ça ne concerne pas nos invités, nos participants, mais il y a parfois des prestataires voilà, qui sont un peu divers. Et soyez attentifs en fait à ceux qui vous déclarent en fait que leurs prestations sont déductibles. Assurez-vous quand même que c'est bien le cas. Voilà, je crois qu'on a terminé. Donc, s'il n'y a pas de questions, simplement, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est, alors pour les employeurs qui sont sous convention avec le FIP-HFP, on est dans une logique de structuration d'une politique handicap, donc c'est en général assez rodé, et c'est que les missions handicap, les référents handicap doivent vraiment absolument pouvoir travailler en transversalité avec tous les services au sein de l'employeur, et notamment les services achats, puisque du coup, c'est au travers des services achats. Moi, j'ai encore des employeurs aussi qui découvrent que des facturations sont déductibles, puisqu'en fait, voilà, les services achats ne sont pas forcément avertis de ce caractère déductible. C'est un peu surprenant, mais ça arrive encore. Donc, pour optimiser au mieux, quand vous avez un taux inférieur à 6, eh ben, il est quand même plutôt conseillé voilà, de bien vérifier avec le service achat. Et puis après, en termes de choix de prestations, il est clair que voilà, dans les appels d'offres, il y a quand même voilà, la possibilité de considérer qu'une clause sociale permet voilà, de prendre en compte aussi une offre du secteur protégé, adapté. Ça fait partie aussi des critères qui peuvent être pris en compte. Voilà, c'est ce que j'avais à vous évoquer en conclusion. Simplement, voilà, il y a des possibilités de pouvoir favoriser l'inclusion en s'appuyant sur les EA et les ESAT. Le Handipact et moi-même, nous restons quand même à votre disposition si vous souhaitez initier, voilà, lancer une démarche de ce type-là, pour qu'on puisse faire éventuellement le lien avec des entreprises volontaires. Je travaille également avec les services de l'État sur cette thématique, sur l'angle des CDD tremplin. Donc voilà, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est voilà, d'initier une démarche. Après, ça peut prendre racine, comme un peu moins facilement parfois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez, en tout cas, amorcer une démarche de sourcing en vous appuyant sur les ESAT et les EA. Vous pouvez directement évidemment travailler avec elles. Vous appuyez sur le SPE, puisqu'on l'a évoqué, le SPE va devenir aussi un acteur encore un peu plus important pour faciliter cet aspect-là. Et puis nous-mêmes, on reste disponible. Simplement, dernière information, donc la plateforme Duodet, pourquoi je parle du Duodet, c'est qu'on s'est aperçu quand même que sur une année du Duodet, il y avait beaucoup de personnes issues des ZAD qui s'étaient inscrites, et que du coup le Duodet, c'est aussi un moyen effectivement d'une découverte entre un employeur et puis une personne ayant un projet ou cherchant à définir un projet professionnel. Et donc la plateforme Duodet est ouverte, vous pouvez vous inscrire vous en tant qu'employeur. Et du coup, ça sera le 17 novembre et le 6 septembre, le Handipact vous proposera, vous employeurs, et puis c'est ouvert aussi au SPE, vous faites les deux. On va organiser voilà, une petite séance de relecture de comment, disons, sécuriser et organiser son Duodet. L'idée, enfin, on le fait qu'en septembre, puisqu'on l'avait fait un peu trop tôt l'année dernière. L'idée, c'est qu'il faut quand même prospecter les lieux d'accueil chez vous, chez les employeurs. Donc, c'est maintenant, en fait, il faut essayer de trouver des volontaires et des personnes intéressées pour accueillir une personne, pour découvrir un métier, échanger. Et donc, comme ça permet en septembre un petit peu de voir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui serait facilitant, de manière à embrayer utilement pour la journée du 17 novembre. Voilà. Moi, j'aurais juste un petit point
un petit point d'attention quand même de vigilance. La loi a permis aux personnes en situation de handicap, aux particuliers en situation de handicap, qui se mettaient à leur compte, hein, de pouvoir être comptabilisés comme une entreprise adaptée ou un ESAT, hein, donc certains se sont enfilés dans cette... alors certains l'ont fait tout à fait convenablement et peuvent proposer leurs prestations et ensuite vous pourrez comment dire, déduire certains montants. Il y a des règles, hein, voilà. Pour d'autres, nous on a été questionnés par des employeurs qui ont été... il y a des gens qui ont monté notamment des sociétés de vente de fournitures bureautiques à des prix complètement délirants et qui, voilà, donc moi je vous conseille de plutôt travailler avec les établissements de la région qui sont des structures médico-sociales, qui sont des structures sérieuses et de vous tourner plutôt sur ce type de structures qui vont effectivement faire travailler des personnes en situation de handicap et sur lesquelles vous aurez des factures qui vous permettent effectivement d'avoir des déductions, parce que quelqu'un qui fait juste, qui vous vend de la fourniture bureautique à des prix exorbitants, ce n'est pas les personnes handicapées qui découpent les feuilles ou qui fabriquent les crayons, hein. Il y a juste lui, il fait un petit peu de logistique et c'est tout, et en fait, on est essentiellement sur de la marge. Donc en fait, ça a peu d'intérêt pour personne. Là, on est juste sur quelques... alors, vous aurez de ce type de démarchage, mais il ne faut surtout pas que ça entache l'image de l'ensemble des établissements qui, eux, sont sérieux. Voilà. Alors, et du coup, vous avez les annuaires qui vous ont été présentés. Voilà, déjà, s'ils ne se trouvent pas dans ces annuaires-là, soyez vigilants. Exactement. Un mot pour la fin, messieurs? Eric ou Jean-Michel? Alors, un mot pour la fin, je pense qu'il ne faut pas hésiter, c'est ce que vous avez dit, il ne faut pas hésiter à pousser les portes de nos établissements. Si vous avez des idées, des propositions, envie de mettre en place des choses qui vont être favorables à l'emploi des personnes en situation de handicap, faut pas hésiter, hein. On est souvent aussi en position de conseil pour aider les entreprises et les soutenir dans les démarches, hein. On n'est pas que là en attente de signature de contrat. Nous, on cherche la coopération sur un territoire précis, des coopérations et des relations. Et c'est comme ça qu'en fait, on participe fortement et qu'on arrive à rester dans ce champ de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et merci à tous. Oui, juste pour conclure et pour compléter ce qu'évoquait Fabrice Goertz à propos des duodèses, on avait mis en place aussi une formule de duodèse inversée qui permettait justement à des personnes d'entreprises classiques de pouvoir sur une journée vivre la vie d'un ouvrier d'ESAT ou d'un ouvrier de A. Donc sachez que ça fait partie, c'est un peu des portes ouvertes, mais nouvelle formule. Donc sachez que ça fait partie justement des options qu'on propose. Et nos portes et nos bras sont grands ouverts. Donc, si d'aventure la vie vous en prend, n'hésitez pas. C'est sur les deux régions, ça? On l'a fait sur la Franche-Comté. Je ne sais pas si. Mais maintenant que j'ai lancé l'idée, je pense qu'Éric va le déployer sur la Bourgogne. Ouais, j'ai besoin d'agents de restauration, moi. Des agents de restauration, je suis preneur. En tout cas, ça pourrait être une belle. En tout cas, c'est une belle proposition pour faire découvrir vos établissements aux référents handicap de la région. Donc, merci. Ah ouais. Très bien. Eh ben, merci à tous et puis à très bientôt dans nos prochaines animations du Handipact. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt.